Professeur, bonjour. Oui, bonjour. J'interviens comme vous l'avez introduit selon votre plan évoqué tout à l'heure. Vous avez fait état de 3 parties. Oui. 1, la réception des corps. 2, l'identification des corps. Et 3, la restitution, si mémoire est exacte. Non, 3, c'est la cause et les circonstances de décès. Très bien. Alors, professeur, et le fait d'avoir prêté serment devant les cours et tribunaux de la République vous confère la qualité d'expert en médecine légale. Absolument. À ce titre, vous êtes sous l'autorité directe de monsieur le procureur. Tout à fait. Bien. En ce qui concerne la réception des corps pour aller droit au but, est-ce que le ministre de la Santé à l'époque a qualité de vous déposer des corps? Bon, écoutez, déposer les corps, moi je pense que les corps ont été ramassés au stade du 28 septembre et mis dans des camions et déposés à la morgue. Très bien. Et qui dépose? Est-ce qu'il a la qualité? Moi, j'ai reçu les corps. Parfait. Voilà. Alors, ce qui veut dire que lorsque vous avez reçu les corps, vous n'avez pas cherché à savoir qui les a envoyés. Non, bon, ce qui m'intéresse, c'est les corps. Parfait. Bien. Alors, lorsque je m'intéresse au point 2 de votre déposition, en ce qui concerne l'identification des corps, vous avez fait état de 3 camions qui ont acheminé les corps auprès de l'hôpital Ignace Dine, n'est-ce pas? Oui. Le premier camion contenait l'effectif de 21 corps. Oui. Le deuxième, l'effectif de 7 corps. 7 corps. Et le troisième, 15 corps. Oui. Bien. Professeur, ces corps respectifs au nombre de 43 oui. ont connu une série, c'est-à-dire une partie est restée à Ignace Dine, faute de capacité d'accueil. C'est ça? Oui. Bien. Et l'autre est allé à l'hôpital d'Anka. Bien. Alors, je voudrais savoir, les 31 corps qui ont pu être identifiés ont été directement restitués aux parents. Oui ou non? Oui. Bien. Les autres 27 corps, si ces 27 corps avaient été effectivement identifiés comme les précédents, les 31, est-ce que l'exposition allait avoir lieu à la mosquée Faisal? Bon, je ne sais pas pourquoi on va exposer quelque chose qui n'existe pas. Bien. On expose s'il y a un corps. Très bien. Alors, tout à l'heure, il y a une confusion qui a été sémée par le parquet quant au nombre qui ont été exposés à la grande mosquée Faisal de Conakry. Puisqu'ils ont écouté les uns des autres ici, que c'est un chiffre de 57 corps. Et vous, en tant qu'expert en la matière, étant membre de la commission, vous avez effectivement restitué 27 corps en présence de la commission de restitution de corps, présidée par le ministre Koutoubou. Oui ou non? Affirmatif. Parfait. Alors, lorsqu'on s'intéresse au calcul, en premier état, les 31 corps qui ont été restitués directement aux parents parce que ces corps ont été identifiés, bel et bien, et les 27 corps qui ont été exposés, fait l'objet d'exposition, le chiffre toujours revient à 58. Oui. N'est-ce pas? Affirmatif. Bien. Alors, heureusement que vous étiez présent ce jour-là. Oui ou non? À la mosquée Faisal, professeur. Oui, j'y étais. Bien. Très bien. Alors, est-ce que, monsieur le ministre de la Santé à l'époque, vous avez travaillé pendant cette crise ensemble? Si on a travaillé ensemble? Par rapport à la gestion de cette crise-là, est-ce qu'il faisait partie? Sur le plan administratif, entre le ministre de la Santé et moi, il y a le directeur de l'hôpital. Oui. Ça, il faut le savoir. J'y arrive. Allez-y. Oui, il y a le directeur de l'hôpital. Voilà. Alors, le ministre de la Santé, il arrivait qu'il me demande des informations, soit au téléphone, ou bien qu'il demande à travers le directeur de l'hôpital de lui envoyer un rapport. Ce que je faisais de façon régulière
pour lui dire oui, monsieur le ministre, à ce jour on a tel nombre de corps et les corps sont dans tel état. Je lui donnais ces informations, mais pas plus. Pas plus. Bien. Et si j'ai besoin, par exemple, du formol, j'exprimais le besoin, je remettais à la directrice de l'hôpital Ignace à l'époque et qui transmettait ça au ministre de la Santé. Bien. Alors, est-ce qu'il vous a demandé un rapport circonstancié par rapport à cette gestion, ne serait-ce que peut-être verbal, le ministre de la Santé à l'époque? Je pense que je lui rendais régulièrement compte. Hein. Chaque fois qu'il me posait des questions par rapport à la gestion des corps, où nous en sommes, quel est le problème. Oui. Je pense que je lui rendais compte et puis je lui ferai des petits rapports. Bien. Alors, avec la permission de Monsieur le Président, lorsque Monsieur le ministre Abdoulaye Chérif Diaby avait été entendu par le pôle des juges, à la question suivante, il a répondu ainsi. On lui a posé la question de savoir, il ressort de certaines déclarations des victimes et du rapport d'enquête que certains corps ont été subtilisés des morgues, des hôpitaux pour être transportés ailleurs. Qu'en dites-vous? Il a répondu. Je ne peux rien dire parce que moi je ne connais pas. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il n'a pas fini encore. Et il a répondu ceci. C'est faux. C'est le professeur Hassan, médecin légiste, qui gérait des corps dont aucun n'a été subtilisé. Professeur, oui. Le chiffre que vous avez déclaré, le chiffre qui a été déclaré effectivement lors de l'audition de colonel Diaby ici, est le même. Est-ce qu'on peut dire par là que les 58 corps qui ont été annoncés de manière officielle, est-ce que ces corps ont été subtilisés? Bon, maître, écoutez, moi ce que je peux vous dire, Oui. j'ai reçu 58 corps. Oui. Je vous ai décliné la chronologie de réception de ces corps. Et ce sont ces corps que j'ai gérés et j'ai restitué 31 corps. Il est resté les 27 qui ont été exposés et après enterrés au cimetière de Cameroun. Moi, le reste, je ne connais pas. Bien. Au sein de l'hôpital d'Onka, tout à l'heure, je vous ai écouté avec intérêt, vous avez dit que vous étiez obligé de procéder à la libération d'espace. Absolument. Est-ce que cette décision émane directement de vos compétences? Est-ce que vous avez à attendre l'instruction d'un ministre quelconque pour ce faire? Non. Lorsqu'on vous confie quelque chose à gérer, même si c'est dans votre maison, c'est vous qui aménagez pour savoir comment vous allez les gérer. Moi, on m'a remis les corps. Vous avez la mission de garder ces corps et de les conserver, de les restituer en bon état. Qu'est-ce que je dois faire? Avec le peu d'espace que j'ai, il fallait que je trouve les moyens de les gérer. C'est pour cette raison que j'étais obligé de mettre les corps 2 à 2 et quelquefois 3 dans une chambre en fonction de la taille des personnes décédées. Donc j'ai fait la même chose à Yasline, j'ai fait la même chose à Donka pour pouvoir les gérer. Et les corps qui étaient dans un état plus ou moins, je vous ai dit au début j'avais 11 corps qui étaient en début de putréfaction. Naturellement, dans la batterie des priorités, ces corps qui en état de putréfaction sont prioritaires pour les mettre en chambre froide. Donc les corps qui étaient plus ou moins intacts étaient embaumés et puis on les laissait sur la paillasse. Donc ça c'est une gestion interne, je n'ai pas besoin d'une autorisation par rapport à ça. Très bien. Ma responsabilité est engagée si toutefois les corps sont dans un mauvais état. Très bien. Mais on m'a dit de confier et de gérer. Très bien. Bien. Alors, la Croix-Rouge, vous avez dit tout à l'heure que la Croix-Rouge a inhumé les corps. Ben oui. Cette décision également, de cette inhumation, venait de vos compétences. Oui ou non? C'est la Croix-Rouge qui a la qualification d'enterrer les corps. Ce n'est pas la médecine légale. Bien. Alors, professeur, puisque vous n'avez pas reçu une réquisition quelconque du parquet près du tribunal de première instance de Dixine, en ce qui concerne éventuellement de l'autopsie, de pratiquer l'autopsie sur des corps, est-ce que votre responsabilité à ce niveau-là peut être engagée? Non? Non? Pourquoi? Mais je n'ai pas compris la question. Est-ce que votre responsabilité est peut-être engagée parce que vous n'avez pas reçu une réquisition du parquet près du tribunal de Dixine pour l'autopsie, par exemple? Je ne vois pas en quoi ma responsabilité pourrait être engagée. Parfait. C'est peut-être, comme je vous ai dit, si je m'étais hasardé à faire l'autopsie, à ouvrir les corps et tout ça, je pense que les victimes peut-être auraient pu porter plainte contre moi pour profanation.
Donc c'est pour cette raison, tout ce que j'ai fait, ça rentre dans le cadre de l'exercice de la médecine légale. Que ce soit l'identification, c'était de fait. Hein? Bien. Tu as tout, voilà, allez-y. Bien. Alors, puisque votre responsabilité ne peut pas être engagée à ce niveau parce que le parquet de Dixie n'a pas fait son travail, par ricochet, est-ce que le ministre de la Santé peut être intéressé de cet état de fait? Moi, je ne réponds pas à ça. Je pense que ça, c'est... Bon, je ne discute pas les problèmes de responsabilité. Posez-moi des questions en relation avec ce que je fais. Je viens également, monsieur le professeur, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne du comité de gestion au niveau de l'esplanade de la grande mosquée Faïssa de Conakry, vous dites que ce comité était présidé par le ministre Koutoubou. Affirmatif. Vous dites, vous ne faisiez pas partie de ce comité, mais vous étiez présent. Vous étiez membre de ce comité quand même. Oui. Bien. Parce que je suis le gardien des corps. Très bien. Alors, au niveau de l'administration des morgues, professeur, Oui. est-ce qu'il existe une série d'administrations en ce qui concerne l'entrée et la sortie des corps au sein de la morgue? Ben écoutez, au niveau des morgues, il y a des gestions, il y a des livres de gestion des corps. Très bien. Il y a un livre d'entrée des corps. Les corps sont identifiés, ils sont enregistrés. Celui qui a déposé le corps est enregistré. Et puis on affecte le corps dans une chambre froide, il est numéroté. Donc ça, c'est une gestion des corps. C'est pour éviter tout ce que vous savez. Hein. Bon, l'échange des corps, ça on a déjà vu dans plusieurs circonstances. Et donc c'est pour assurer. Actuellement, depuis un certain temps, on a tout digitalisé, donc tout est informatisé. Alors, ce qui veut dire que les corps qui sont venus par votre décision au niveau de Donka, ces corps, le jour de l'exposition, ça veut dire que leur sortie de la morgue, effectivement, il y a effectivement des traces qui étaient là. Les traces de sortie de la morgue, à travers une équipe qui était mise en place ici. Écoutez, il faut toujours vous mettre dans les... C'est-à-dire que l'esprit, là, dans quel esprit on était au moment des faits. Oui. Parce que c'est possible, c'est bien facile a posteriori de voir tous ces détails-là, être mis. Mais attention, on était dans une période où, d'abord, on était honnêtement pressé de restituer les corps. Parce que leur gestion était déjà très difficile. Difficile parce qu'on n'avait pas assez de place, difficile parce que les corps commençaient à se décomposer. Et dès qu'on a eu l'autorisation de restituer les corps, bon, pour nous, c'était du pain béni. Et tout ce qu'on a pu faire, c'est de dire, bon, recensez-moi les corps qui sont à la morgue de Donka. Ils ont une fiche parce que les corps n'ont pas été identifiés, donc on ne peut pas dire ça c'est Ba, ça c'est Diallo, ça on ne peut rien dire. C'est le corps de telle chambre, on les a mis, on les a préparés, on les a mis dans des linceuls et puis on les a amenés directement à l'esplanade du palais. Donc cette procédure d'enregistrement et tout ça n'était vraiment pas... Bon, même si c'est normal que tout soit enregistré, elle n'a pas été faite. Mais on a essayé seulement de libérer les chambres et puis d'amener les corps dans l'esplanade de la grande mosquée. Bien. Professeur, vous avez dit ici que les morgues n'ont jamais été fermées. Vous confirmez? Oui. On ne peut pas fermer une morgue. Très bien. Jamais. Alors, à la question du parquet ici, de savoir est-ce que les deux hôpitaux ont été militarisés, vous avez répondu qu'effectivement qu'il fallait qu'une équipe militaire soit en place pour sécuriser les lieux. Vous confirmez cela aussi? Oui, je confirme. Cela constitue également la possibilité pour les parents ou en tout cas les victimes qui sont ici présentes ou bien des blessés, des morts, que ces lieux soient sécurisés pour la bonne gestion de la crise. Bien. Professeur, avant ces événements douloureux, est-ce que vous avez eu à collaborer avec Colonel Diaby en tant que ministre de la Santé? Oui, bon, je connais le colonel Diaby. Je l'ai connu, je crois, d'abord en tant que, si je me trompe, étudiant. Je l'ai enseigné. Ensuite, je l'ai connu en tant que médecin. Et puis, ministre. Ça, vous savez, le monde médical est trop petit. On se connaît tous. Je le connais. Je le connais. Bien.
Et pourquoi j'ai posé cette question, je voudrais simplement savoir, est-ce que pour un seul instant, vous avez pu peut-être reprocher à colonel Diaby dans son métier de médecin ou alors dans votre rapport professionnel? Ça a été une seule fois? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'une seule fois, vous avez pu reprocher pour un fait quelconque au ministre Diaby à l'époque pour n'avoir pas fait ceci, pour n'avoir pas fait cela? Ah, bon, vous savez, les relations entre moi, le ministre, c'est le ministre. Hein. Oui. Voilà, s'il me pose des questions, je réponds. S'il me donne des instructions, j'exécute. C'est tout. Donc, d'un point de vue hiérarchique, vous ne relevez pas directement du ministre de la Santé, plutôt du directeur national de Donka, de l'hôpital. Oui, oui. S'il faut respecter la hiérarchie, il y a la direction de l'hôpital et ensuite il y a le ministre de la Santé. Ça veut dire que lorsqu'une décision est prise par le département de la Santé, ce n'est pas directement concerné à vous, mais plutôt à votre hiérarchie directe. Oui, à mon hiérarchie, à ma hiérarchie. Et puis bon, peut-être, il arrive des fois, si c'est urgent, qu'il m'appelle directement. Et puis, il n'y a pas de... Bon, il y a une bonne relation avec ma hiérarchie, donc elle m'informait également. Je pense que tout ça, vraiment, il n'y a pas de problème. Au point de vue, dans le cadre de la collaboration entre moi et la hiérarchie, vraiment, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Le ministre Diaby a déclaré ici, lors de son audition, que lorsque la crise était ici, et il a sollicité auprès de la présidence, à l'époque, capitaine Dadis était aux affaires, pour des moyens qui soient mis à leur disposition pour la bonne gestion de la crise. Est-ce que ces moyens, parmi ceux-ci, vous pouvez citer l'envoi des éléments nécessaires pour la gestion des différentes victimes? Moi, je ne sais rien, honnêtement. Tout ce que je vous ai dit là, oui. C'est-à-dire que si j'ai besoin du formol, oui. j'ai besoin d'alcool, j'ai besoin du coton, j'exprime le besoin, c'est acheter et un peu on m'envoie. On ne me donne pas l'argent pour gérer, on ne me donne rien. On me dit, voilà, tu as besoin de quoi? J'ai besoin de 50 litres de formol, j'ai besoin de 20 litres d'alcool, j'ai besoin de 30 litres kilos de choses, j'ai besoin d'azote. C'est ça qu'on m'envoie. C'est eux qui achètent et qui me donnent et qui mettent les produits à ma disposition. L'hôpital Kamsar avait été mis en contribution pour l'envoi des formules ici, pour pouvoir compléter, n'est-ce pas, le manque. Vous avez été mis au courant? Non, il faut demander au ministre. Moi, ce n'est pas celui qui sait où il prenait le formol. Je sais qu'à un moment donné, on était en manque de formol. Et donc, je ne sais pas, ils ont envoyé peut-être le Kamsar, ensuite de la Sierra Leone, et même quelquefois d'Abidjan, je ne sais pas. Mais chaque fois que j'ai demandé, ils m'ont emmené, même si la quantité quelquefois n'était pas suffisante, on m'a toujours donné quelque chose. Alors, lorsque vous avez sollicité auprès, n'est-ce pas, de laboratoires français, n'est-ce pas, oui. Pour pouvoir identifier l'ADN des uns et des autres, alors, ces efforts que vous avez fournis, c'était pour pouvoir identifier encore plus davantage des corps qui étaient déjà non identifiés sous cela, pour permettre aux parents d'accéder à leur corps. Affirmatif, c'était pour ça. Bien. Vous avez dit malheureusement, il n'y avait aucun résultat. Oui, on n'a pas retrouvé, oui, tout à fait. On avait des résultats, mais il n'y avait aucun qui correspondait avec une personne disparue dont le parent a été prélevé. Entre la demande faite par vous auprès du laboratoire français et l'arrivée, n'est-ce pas, de ces éléments, il s'est écoulé combien de temps, professeur? À peu près, je crois, il faut compter maximum 2 mois. Pardon? 2 mois. 2 mois. 2 mois. En tant qu'expert, est-ce que durant 2 mois, un corps qui est déjà enterré, est-ce que ça peut perdre les recherches, les enquêtes en cours d'autopsie ou bien la recherche de l'ADN? Oui, tout à fait. Même 50 ans, 100 ans après, on peut rechercher l'ADN. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus l'ADN mitochondrial, la lignée maternelle, qu'on pourrait mettre en évidence. Ça, c'est pas lié au délai de décès, au délai post-mortem. D'accord.
Alors, une autre question, mais qui relève directement de le premier plan, la réception des corps. Le premier camion, le deuxième et le troisième, respectivement, sont venus aux environs de quelle heure? Après 20 heures. La Après prière, 20 heures. à l'époque, c'était 19h30 comme ça. C'est après 20 heures. Après 20 heures. Très bien. Alors, au niveau de Donka, vous avez vu à travailler avec la directrice Fatou Sike, Oui. relativement à quoi ça Bon, concerne? écoutez, elle est la directrice de l'hôpital Donka. On a coordonné les activités ensemble avec son équipe. Chaque fois qu'il y avait, je vous ai donné ici la liste des personnes décédées dans les services techniques à Donka, en neurochirurgie, aux urgences chirurgicales, en chirurgie viscérale. Donc, on collaborait ensemble. Chaque fois qu'il y avait un décès, j'étais informé. Je collaborais à travers elle avec tous les médecins spécialistes dans ces différents services. Et je saisissais les dossiers médicaux, je me renseignais très bien de quoi il s'agissait, quelles étaient les lésions initiales, qu'est-ce qui a été fait, etc. Donc, en fait, on a géré ensemble. Bien. Professeur, il est reproché à Colonel Diaby des faits de non-assistance à personne en danger, selon l'ordonnance de renvoi. Je voudrais savoir, à travers ces deux comités, le premier comité de crise et le second, c'est le comité chargé de la gestion des corps. Dans l'un des deux cas, aucun de ces comités, le ministre de la Santé à l'époque ne faisait partie comme membre. Quelle est votre appréciation par rapport à cet état de fait? Moi, je ne réponds pas à cette question. Ce n'est pas mon domaine, ça. D'accord. D'accord. Alors, lorsque vous avez commis une équipe technique au sein de Donka, et vous étiez à Niazdine, vous faisiez la navette entre les deux? Oui. Pour le contrôle? Oui. Est-ce que durant votre passage, par exemple, à Donka, vous avez pu ou bien vous avez été victime de quoi que ce soit par des militaires, par exemple, qui sécurisaient le coin? Oui, ben, écoutez, encore une fois, quand je viens à Donka ou à Ignastine, je suis en blouse, je rentre sans aucune difficulté. Mais si je ne suis pas en blouse, j'étais arrêté par les militaires, ce qui est normal. Tout à fait. On me demande qui vous êtes, pourquoi vous venez, etc. Ça, c'est habituel. Partout, on trouve les hommes en tenue. Donc, c'est pour cette raison, chaque fois que je venais à Donka, je prenais soin de porter ma blouse. Bien, professeur. À une des questions du parquet, on vous a demandé, mais le cas des viols, etc., est-ce que vous avez pu établir un certificat médico-légal? Et vous avez répondu non. Est-ce que vous avez la possibilité de s'autosaisir? Écoutez, si je suis consulté, je peux très bien accepter de consulter et de délivrer le certificat médico-légal. Mais il appartient au juge de l'accepter ou pas, parce qu'il n'est pas tenu. Ce n'est pas lui qui m'a désigné. Mais c'est une preuve quand même que j'ai examinée et j'ai constaté des lésions. Parce que le problème avec les violences sexuelles, c'est qu'il faut le faire vite. Parce que sinon, il y a beaucoup d'éléments, de preuves qui vont disparaître. Donc moi, je n'ai pas eu l'occasion de les voir immédiatement après, mais je suis certain que beaucoup de centres médicaux, comme vous l'avez cité, la clinique, ensuite ceux qui sont à Bambeto, il y a un centre médical à Bambeto qui les a reçus aussi, et puis le service de gynéco du professeur Namouri. Donc tout ce qu'ils ont fait, c'est d'abord des médecins donc, qui sont capables d'examiner une femme victime de violences sexuelles, de dire s'il y a des lésions ou pas. La différence avec la médecine légale, c'est que nous, on va établir la durée d'incapacité totale de travail. Mais les premières lésions, qu'on appelle lésions initiales, sont examinées par tout médecin, surtout gynéco. Donc, ils peuvent le faire. Et puis, bon, dans le cadre de la commission d'enquête, moi, je m'en suis tenu à ça, aux examens, à la consultation des différents dossiers médicaux et puis à la description des lésions qui ont été faites dans ces rapports. Professeur, est-ce que le fait que vos actes sont authentiques, vous, parce que vous avez prêté devant les cours et tribunaux Absolument. le serment, et un médecin qui est au centre de santé mère et enfant, qui établissait un certificat médical, les deux, c'est le vôtre qui vaut, jusqu'à inscription en faux, oui ou non? Ah, ça, c'est le juge qui peut le dire.
C'est le juge, c'est pas moi. Moi, Nous avons été inondés par des certificats médicaux ici, au point certains même font l'objet de doutes. Est-ce qu'un certificat médical de ce genre, établi par un centre de santé d'Oratoma, et en face de votre certificat médical, devant le juge, est-ce que, selon votre expérience, quel est le certificat qui peut valoir force de loi? Tous les deux certificats. Et Il faut savoir une chose. Oui. Dans notre code de déontologie médicale, tout médecin a l'obligation de délivrer un document pour son malade dans son intérêt, dans l'intérêt du malade. Un médecin qui est consulté pour délivrer un certificat médical des lésions que lui-même il a constatées, il a le droit de le faire. Il a le droit de le faire. Mais comme je vous ai dit, le juge, il est souverain. Il va dire que oui, je prends acte de ce certificat, mais je peux demander une contre-expertise. Le juge va dire oui, le médecin aussi, il sait. La délivrance d'un faux certificat est punie non seulement par le code pénal, mais par le code de déontologie médicale. Donc, il ne va pas le faire pour moi. Donc, s'il délivre un certificat, c'est en connaissance de cause, en sachant également qu'il a les qualifications requises pour le faire. Un gynécologue peut raisonnablement examiner une fille ou une femme victime de violences sexuelles, faire une description des lésions et puis signer pour faire valoir voilà, pour faire valoir ses droits devant le tribunal. Peut-être ça sera mon avant-dernière question, professeur. Alors, par rapport à ce que vous venez de détailler, selon vous, quel est l'objet essentiel, le but essentiel de la médecine légale? La médecine légale, on me posait maintenant la meilleure des questions. C'est le médecin des juges et le juge des médecins. D'accord. Ça, c'est la définition la plus simple et le but de la médecine légale. Médecin des juges parce que c'est l'interlocuteur privilégié des magistrats pour toutes les questions médicales. Si vous avez des questions ici, quelle que soit la question, que ce soit génétique, que ce soit cause et blessure, que ce soit violence sexuelle, vous demandez au médecin légiste. Parce que c'est votre médecin. Il est le juge des médecins pour toutes les affaires de responsabilité médicale. Donc, c'est vraiment, voilà, donc un partenaire privilégié des magistrats pour toutes les questions médicales. Même si quelquefois, il est devant les magistrats, il est stressé. Professeur. Oui. Je voudrais savoir, allez-y. En ce qui concerne l'ensemble des activités menées par vous avec votre équipe, étant un travail technique, est-ce que, à l'instar de vous, membres de ce comité technique, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui véritablement n'avaient pas la qualité, mais qui faisaient partie de ce comité? Non. Écoutez, moi j'ai travaillé avec une équipe de médecins. Vous savez, en médecine, il y a des étudiants qui sont en formation, il y a des médecins qui sont en formation et qui ont appris dans le tas, qui ont le savoir-faire, mais peut-être qu'ils n'ont pas le diplôme. Donc c'est pour cette raison, comme je dis au début, j'ai mis en place le 2S pour former, pour qu'ils aient une formation qualifiante, donc avec un diplôme. Maintenant, si j'ai des médecins, je vous dis, Gabriel qui a fait plus de 20 ans avec moi, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il y en a beaucoup d'autres comme lui qui ont de l'expérience, donc qui savent faire tout ce que je peux faire. Donc ils sont avec moi, et puis les médecins même. Les médecins qui ont une formation, parce que la médecine légale fait partie de la formation générale de tous les médecins, donc ils ont une connaissance générale sur la médecine légale, donc on peut s'appuyer sur eux pour mener nos activités. Donc je pense que, encore une fois, c'est une équipe qui travaille. Ce n'est pas une seule personne, c'est une équipe. Bien. Puisque le parquet ne vous a pas réquisitionné pour établir de quoi que ce soit, est-ce que le procureur pouvait s'attendre à un rapport de vous? Bon, encore une fois, le procureur, c'est lui qui sait. S'il me demande aujourd'hui de lui envoyer un rapport de ce que j'ai fait, mais à volonté, je vais le faire. Il me demande de faire tout ce que je viens de dire là, il me demande un rapport, je vais lui envoyer le rapport. Maintenant, comme je vous ai dit, ce rapport a des insuffisances, a des limites, pas des insuffisances, des limites.
La limite, c'est l'autopsie qui n'a pas été faite. Donc, on a l'examen extérieur et au besoin, si demain, on me demande, par exemple, on a besoin de faire une reconstitution au stade du 28 septembre, mais volontiers, je vais me prêter à la reconstitution. Cette reconstitution va nous permettre, à travers les lésions qui ont été observées sur les victimes, de déterminer la trajectoire du projectile, ça c'est extrêmement important, et probablement la position du tireur. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les résultats de l'examen extérieur sur les orifices d'entrée et les orifices de sortie. On peut faire la reconstitution. Donc si le procureur, comme il l'a demandé, je vais déposer un rapport. Donc, à date, jusque-là, il n'y a pas un rapport balistique, par exemple, versé au dossier de la procédure. Bon, c'est maintenant que le procureur m'a demandé. Il me demande, je vais le faire. D'accord. Pour terminer, professeur, quelle est votre appréciation sur la personne de colonel Diaby? Je ne pourrais pas répondre. Merci, professeur. Monsieur le Président, beaucoup. merci. Des cas de complicité, de torture. Personne, c'est vraiment... C'est incroyable. C'est incroyable. Il est complice de quoi? Il a fait quoi? Et la gravité, Monsieur le Président, c'est sciemment fait. Parce que le complice peut être puni des mêmes peines que l'autre principal. C'est le régime juridique de la complicité. C'est une évidence. C'est tout, Monsieur le Président. Et à partir de là, puisque le ministère public se cache derrière une demande qui a fait l'objet de beaucoup de débats ici, ou la question de requalification. Il faut trouver à tout prix un échappatoire pour prendre la tête de ce monsieur-là. Mais ça, c'est réglé. C'est réglé, Monsieur le Président. C'est réglé. Mes distingués confrères de la défense, très poignants, passeront ici. Et on en a débattu. On en a débattu. On en a débattu. Monsieur le Président, c'est grâce à la réforme enclenchée depuis le 26 octobre 2016 que certaines infractions ont été renvoyées devant le tribunal criminel. Parce que vous avez certainement, en matière maintenant pénale, vous avez une plénitude de compétences au sens de l'article 378 du code procédure pénale guinéen. Ça traite la compétence du tribunal de première instance. Sinon, les coups et blessures volontaires, non-assistance à personne en danger, ce sont des infractions correctionnelles qui relèvent de la compétence du tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle. Mais si quelqu'un se retrouve devant un tribunal criminel, ce n'est pas votre faute, c'est la réforme. Mais puisque vous avez une plénitude de compétences, vous avez la possibilité de trier, de savoir telle personne est poursuivie pour telle infraction, telle personne autre est poursuivie pour telle infraction. Et vous appartient, Monsieur le Président, de trancher. Complicité d'enlèvement. Mais qui a été enlevé ici? Et que l'intéressé démontre que le colonel Diaby était complice de cet enlèvement. On a parlé des cas de torture. Qui a vu où le colonel Abla Chérif Diaby? Où? Où? Nulle part. Nulle part. Nulle part, ce monsieur n'a la possibilité de participer à un acte de torture en fournissant des moyens ou en donnant des instructions. On donne les instructions lorsqu'on est responsable, lorsqu'on veut, lorsqu'on a une équipe, lorsqu'on a des subordonnés. On donne l'ordre, on exécute l'ordre. C'est pas bien. On devrait avoir le courage, à un certain moment donné, lorsqu'on est parquetier, parce que vous poursuivez à charge et à décharge, lorsque vous vous rendez compte que les faits qui sont reprochés à telle personne
ne sont pas constitués. Je m'attendais à ce que le ministère public, peut-être, vous dise, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, respectueux membres du tribunal, en ce qui concerne les infractions, coups et blessures volontaires, non-assistance à personne en danger, complicité de participation, de fourniture, d'enlèvement et torture, de séquestration, à l'encontre du colonel Abba Chérif Diaby, ces faits ne sont pas constitués. Nous avons trouvé aucun indice. C'est très courageux. C'est très courageux. C'est possible. C'est courageux, c'est possible. Et donc, le simple fait de dire simplement que le colonel a agi en pleine connaissance de cause, en participant à l'instruction, à la fourniture pour la commission des infractions d'enlèvement, des infractions de torture, des infractions de séquestration des manifestants, c'est sincèrement de l'abus. C'est de l'abus. C'est vraiment de l'abus. Là-dessus, on ne discute pas trop parce que simplement, Monsieur le Président, aucun acte, aucune preuve ne peut être brandie à l'encontre de mon client en ce qui concerne cette infraction parce que simplement, il n'y a aucun fondement. La torture, la séquestration, il faut un lieu. Et lorsque vous avez ces lieux, vous devrez être en mesure de prouver qu'il y a une personne extérieure qui a participé à cette torture, ou bien qui a encouragé ou qui a facilité la commission de ces infractions. Mais alors, qui a parlé ici? Partie civile, ministère public d'ailleurs, et aussi les témoins. Les témoins. Tantôt il y a les tortures au camp Koudara, à l'époque, mais qui en a ici, effectivement, que le colonel Abla Chérif Diaby était présent, qui n'a pas dénoncé, qui a participé à la commission de ces infractions-là? Personne. 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 Et donc, ces infractions prévues à l'article 303 du Code pénal, cette complicité à l'égard de mon client est sans objet, sans fondement. Sans objet, sans fondement. Ces infractions ne sont pas constituées à son encontre. Monsieur le Président, respectueux assesseurs, honorables membres du tribunal, statuant en matière criminelle, dans ce procès historique du 28 septembre, des événements du 28 septembre 2009, l'heure de la vérité a sonné. Vous devrez véritablement être très patient et très prudent. N'acceptez pas qu'on vous conduise dans les erreurs. N'acceptez pas qu'on vous conduise dans les erreurs. N'acceptez pas. Je vous sais indépendant. Depuis, vous avez incarné une personnalité depuis. Reconnaître la valeur de ton prochain, ce n'est pas une faiblesse. C'est une prise de conscience. Pour en faire autant, vous méritez d'être salué. C'est une évidence. Loin de vous jeter des fleurs, c'est ce que vous méritez en fait. Alors, Monsieur le Président, je vous disais tout à l'heure que, à travers vous et par votre autorisation de m'avoir donné la parole, les uns et les autres
sauront ce grand monsieur qui est là. Ce grand monsieur qui est assis ici au box des accusés aujourd'hui. Colonel Abla Sherif Diaby. C'est pas n'importe qui quand même. C'est pas n'importe qui. Monsieur le Président, son parcours, je souhaite que ceux qui font la faculté de médecine puissent emboîter les pas. Ceux qui veulent être militaires puissent emboîter les pas de ce monsieur-là. Monsieur le Président, en 1967, colonel Abla Sherif Diaby est inscrit à l'école primaire de Matam, Petit Moscou, Matam 1, Conakry, admis au CPE en 1975. Collège Bonfim, à l'époque appelé CER, du deuxième cycle de Bonfim. BEP en 1975 à Bonfim. Lycée Bonfim, centre de l'enseignement révolutionnaire. Baccalauréat unique en 1978. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore nés. Au lycée de Coléa, admis avec mention bien, lauréat. Tout part de là. 1978-1984, faculté de médecine et pharmacie de Hayamafori, Bangura, premier degré, et de l'Institut Polytechnique de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Diplômé de docteur en médecine, enrôlé dans l'armée en 1985 pour la formation militaire obligatoire, 19e promotion de l'université, appelée Hindou Police ou Guantani, donné. Notez bien, Monsieur le Président, à l'époque, l'armée guinéenne ne comptait que 2 médecins. À l'époque, il n'y avait que 2 médecins dans l'armée guinéenne. Et ils faisaient partie. Le reste, c'était des infirmiers. Alors, diplôme universitaire obtenu. Doctorat en médecine de la faculté de médecine et pharmacie de l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry. Diplôme en médecine infectieuse et tropicale de l'université de Marseille 2. Diplôme de médecine de catastrophe de la faculté de médecine de l'université d'Aix-Marseille. Diplôme de chirurgie générale de la faculté de médecine de l'université Mohamed V de Rabat, c'est le Maroc. Diplôme de chirurgie de guerre de l'école d'application de l'hôpital militaire de Valde de Paris. Diplôme de médecine et armée de l'école d'application de collège de médecine de San Antonio de Texas aux États-Unis d'Amérique. Breveté parachutiste de l'école des troupes aéroportiers de Port-France. Diplôme commando du Centre national d'entraînement commando de Montiou, ça c'est en France. Compagnie d'effectuer guerre de la Sierra Leone, guerre du Libéria, guerre de la Guinée-Bissau, attaque rebelle en Guinée en 2000, comme demande de l'antenne médico-chirurgicale. Cette partie, lorsqu'il a passé ici, Monsieur le Président, colonel Chérif vous a dit qu'il a été même un prisonnier de guerre. Mais au même moment,